À la une de cette édition d'information grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu, conférence économique internationale, le Cameroun recherche 1000 milliards de francs CFA pour financer 15 projets. Au-delà de l'opération de charme initiée par le chef de l'État Paul Biya, l'enjeu majeur de ces échanges, qui ont duré 48 heures, était bel et bien l'appel à l'investissement et donc au financement. Fête de l'unité nationale, la vallée Besseke à Douala, toilettée et parée aux couleurs de l'événement. Le cadre n'attend plus que les défilants et les autorités civiles et militaires appelés à prendre d'assaut la place des fêtes aux premières heures de la matinée de ce 20 mai. Conservation et transport des vaccins, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance apporte un début de solution au problème dont souffre la chaîne de froid des vaccins inscrit au programme élargi de vaccination. Un camion frigorifique a été remis ce 19 mai 2016 au ministère de la Santé publique par la représentante de l'UNICEF au Cameroun. Les développements et titres, bien d'autres sujets sont à suivre dans cette édition. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24, c'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Afrique des années 60 à nos jours, le sujet a laissé transparaître des points de vue profonds et dicté dans un ton franc, empreint de toute sincérité par le chef de l'État camerounais Paul Biya et José Manuel Barroso, ancien Premier ministre du Portugal. C'était à l'ouverture de la conférence économique internationale que le Cameroun a organisé les 17 et 18 mai 2016 à Yaoundé. Retour sur cet échange édifiant avec Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. En tant qu'initiateur de cette conférence placée sous le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité », le président Paul Biya actionne le levier en disant quelques mots sur le continent africain. Réputé mal parti dans les années 60, l'Afrique serait devenue, selon certains commentateurs, un continent d'avenir. Par la suite, le chef de l'État camerounais indique que progressivement, l'Afrique s'intègre dans la globalisation et que l'on pourrait même prévoir que le rôle du continent africain gagne en importance au fil des ans dans l'économie globale. La jeunesse et le dynamisme de sa population sont source d'optimisme. Les jeunes Africains, notamment, constituent un atout majeur pour le continent. Ils doivent demeurer à l'avant-garde de la technologie pour assurer à l'Afrique un bon arrimage à une économie dans laquelle l'innovation s'avère aujourd'hui, plus qu'hier, un facteur déterminant de compétitivité. À cela, Paul Biya ajoute les richesses naturelles nombreuses et variées, mais qui, soutient-il, devraient faire l'objet d'une plus grande transformation locale pour être encore plus bénéfiques aux économies africaines. Nul doute que tous ces éléments caractéristiques feront de l'Afrique un partenaire sans cesse convoité par les pays plus avancés aujourd'hui et à la recherche d'un second souffle pour leur économie. Pour le chef de l'État camerounais, il est question de bâtir un nouveau type de relations économiques et sociopolitiques autour de l'idée de bénéfices mutuels entre partenaires. Relations où certains apportent leur capacité de financement et leur technologie et les autres pouvant offrir des opportunités uniques à saisir, des richesses rares à transformer. Ici aussi, il est important de promouvoir l'établissement de vrais partenariats gagnant-gagnant entre les entreprises locales et les grandes firmes internationales. José Manuel Barroso, qui est aujourd'hui professeur invité à l'université de Princeton aux États-Unis, à l'Institut des hautes études internationales et du développement et à l'université de Genève, félicite Paul Biya pour sa franchise et sa sagesse. Surtout que le chef de l'État camerounais, en parlant accord de partenariat économique avec l'Union européenne et éventuellement aussi avec d'autres partenaires, a recommandé des échanges justes et équitables. L'Europe a besoin de plus de croissance et précisément la croissance peut venir du rapport aussi avec d'autres parties du monde, notamment l'Afrique, pour des raisons évidentes, de proximité géographique et aussi culturelle. Nous avons plusieurs problèmes aujourd'hui en Europe, surtout à caractère politique, il faut le dire. Ce qu'on appelle la crise des réfugiés, encore une fois, c'est une crise qui n'est pas liée en Europe, c'est une crise dans le voisinage de l'Europe.
mais une crise qui a des conséquences profondes sur l'Europe. Cela est en train de faire naître ou renaître parfois des mouvements extrémistes, populistes, parfois même xénophobes. C'est un sujet auquel les forces politiques les plus responsables sont particulièrement attentives et auquel nous devons faire face avec du sérieux. Le sujet a laissé transparaître des points de vue profonds et dictés dans un ton franc empreinte de toute sincérité entre le chef de l'État camerounais Paul Biya et José Manuel Barroso, qui a été Premier ministre du Portugal de 2002 à 2004. Conférence économique internationale de Yaoundé, on en reparle. Au-delà d'une opération de charme initiée par le chef de l'État Paul Biya, l'enjeu majeur de ces échanges, qui ont duré 48 heures, était bel et bien l'appel à l'investissement et donc au financement en soi, 1 000 milliards de francs CFA au profit de 15 projets présentés par le Cameroun. Valdez Kougan. Après la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale de Yaoundé, le gouvernement camerounais s'est immédiatement mis au travail, saisissant la balle au bond pour entamer des rencontres avec certains investisseurs et autres banquiers invités à Yaoundé, la capitale camerounaise. Ceci à l'effet de leur présenter une liste de 15 projets matures, des projets pour lesquels des financements sont encore recherchés. Comme quoi la conférence économique internationale de Yaoundé, au-delà du charme, constituait un forum dont l'enjeu était l'appel à l'investissement au Cameroun. C'est donc, suivant cette logique, que le gouvernement est tout de suite allé à la quête des investisseurs. Selon le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, la réalisation de ces 15 projets nécessite une enveloppe globale de financement de l'ordre de 1 000 milliards de francs CFA, montant pour lequel le gouvernement camerounais ambitionne d'obtenir au moins des promesses de la part des investisseurs au terme de 48 heures d'échange dans la capitale camerounaise Yaoundé. Il est à préciser que ces projets sont essentiellement concentrés dans le secteur des infrastructures routières et énergétiques. Le gouvernement camerounais a déjà obtenu, pour certains d'entre eux, des financements partiels. L'on peut énumérer dans ce sillage la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé d'un montant de 300 milliards de francs CFA, pour lequel Exim Bank of China a déjà mis à disposition une enveloppe de 241 milliards de francs CFA. La centrale à gaz de Kribi, le barrage sur la Menchoum. Il en est de même pour le projet de construction de la route Batiengantui Yoko Tibatinga-Oundéré sur un linéaire de 346 km. Ce projet, dont le coût est de 230 milliards de francs CFA, a déjà bénéficié de financements partiels conjointement mobilisés par l'AFD, la BAD et la JICA. Pour ce qui concerne des projets dont les financements sont entièrement à mobiliser, l'on peut citer la construction de la route Olama-Kribi, longue de 246 km pour un coût de 148 milliards de francs CFA, la construction de la Ring Road, 358 km pour un coût de 155 milliards de francs CFA, le bitumage de la route Mengong-San-Melima, 117 km pour 58 milliards et demi de francs CFA. Au chapitre énergétique, le gouvernement camerounais fait du charme aux investisseurs aux fins de financer, entre autres projets, l'extension de la centrale à gaz de Kribi, la construction du barrage sur la Menchoum ou encore la construction d'une ligne de transport d'électricité de 225 kW entre Memveleu, dont le barrage est en cours d'achèvement, et Yaoundé, en passant par Ebolova, sur un linéaire de 285 km. En santé, conservation et transport des vaccins, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, apporte un début de solution au problème dont s'ouvre la chaîne de froid des vaccins inscrits au programme élargi de vaccination. Un camion frigorifique a été remis ce 19 mai 2016 au ministre de la Santé publique par la représentante de l'UNICEF au Cameroun. Les 3 chambres frigorifiques et les 15 réfrigérateurs sont en train d'être installés dans les régions. Coût total de ces équipements, 900 000 $ américains, soit environ 405 millions de francs CFA. Jean-Pierre Vitongo et Joseph Ateba. L'UNICEF, qui promeut les droits et le bien-être des enfants, travaille avec le Cameroun pour faire de cet engagement une réalité. Outre les multiples actions menées, un accent a été mis cette fois sur le transport et la conservation dans de bonnes conditions des vaccins inscrits dans le PEV, le programme élargi de vaccination. Nous pensons que ce camion va permettre de résoudre le problème actuel
et nous allons plutôt nous concentrer sur d'autres besoins parce que les besoins sont énormes. Donc nous allons voir un peu ce qui concerne les autres besoins de la chaîne de froid, y compris la formation et y compris la logistique, etc. La remise de ces équipements, action qui rentre dans le cadre du soutien de l'UNICEF pour le secteur de la santé infantile, ne pouvait qu'être saluée à sa juste valeur par le ministre de la Santé publique, occasion pour André Mamafouda de relever l'utilité des vaccins, appelant les parents à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants. Je voudrais donc rassurer les populations qu'avec nos partenaires, le programme élargi de vaccination s'organise pour que les vaccins soient des vaccins de qualité, que ces vaccins soient conservés et surtout transportés sur nos 10 régions dans de très bonnes conditions pour que les mamans puissent savoir qu'en allant vacciner leurs enfants, ces enfants vont recevoir des vaccins de qualité et ces enfants vont être protégés contre les maladies. Je voudrais donc encore une fois appeler les mamans à respecter le calendrier vaccinal de routine pour que, effectivement, les enfants soient protégés à bonne date. Alors que la représentante de l'UNICEF annonce d'autres pistes à défricher, comme la formation des personnels en maintenance de ces équipements, il ne reste plus qu'à souhaiter que les vaccins qui seront ainsi mieux transportés et mieux conservés soient de bonne qualité. Toujours au ministère de la Santé publique, Hervé Konan est allé faire ses adieux à André Mamafouda après un séjour de 3 ans au Cameroun. Séjour au cours duquel il a entretenu de très bonnes relations avec le ministre camerounais. Le directeur sortant de l'Agence française de développement au Cameroun était accompagné de son successeur, Christian Yoka, qui vient d'Addis Abeba en Éthiopie. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba une fois de plus. Comme il est d'usage diplomatique, Hervé Konan, le directeur du bureau de l'Agence française de développement au Cameroun, est allé dire au revoir à André Mamafouda. C'était au cours d'une audience à lui accordée par le ministre de la Santé en présence de son secrétaire d'État, Alim Ayatou, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Et la meilleure image qu'ils gardent de leur relation de travail, c'est le chèque santé qui, malgré les difficultés rencontrées lors du lancement à Gaoundéré en juin 2015, suscite l'adhésion des femmes. À ce jour, plus de 16 000 femmes ont consenti à ce dispositif. Le deuxième point qu'il retient avec le ministre de la Santé, c'est le financement par l'Agence française de développement et d'une dette de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables essentiels. Par rapport à l'approvisionnement du Cameroun en antirétroviraux, aussi parle-t-il des perspectives. Lorsque nous avons lancé une aide budgétaire, mis en place une aide budgétaire en 2014, eh bien, le secteur de la santé était le secteur privilégié. Et il était le secteur privilégié parce que nous avons, là encore, bâti des dossiers crédibles qui permettaient de réduire, de financer une dette que la CNAME pouvait avoir vis-à-vis de fournisseurs, donc lui permettre de retrouver une crédibilité auprès des fournisseurs internationaux. Nous avons contribué fortement auprès du ministère à financer des quantités importantes d'ARV qui manquaient, de manière à ce que la politique ambitieuse et volontariste du gouvernement et du ministère de la Santé pour lutter contre le sida et faire en sorte que les personnes atteintes du sida puissent être soignées soit réellement efficace et mise en place sur le terrain. Donc c'est cette... Le directeur sortant de l'Agence française de développement au Cameroun était accompagné de son successeur Christian Yoka qui vient à Addis Abeba en Éthiopie. Ce 17 mai, le conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 1er a tenu sa double session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif 2015 et la mise en place d'un système de sécurité sociale au profit des conseillers municipaux. Les travaux qui avaient pour cadre le cercle municipal de Bonanjo étaient présidés par le maire de la commune en présence du premier adjoint préfectoral du Vouri. Reportage, Eric Tiche et Josué Ngongan. Après l'examen du compte administratif de l'exercice 2015 de la commune d'arrondissement de Douala 1er, le dit compte présenté en recette à la somme d'1 708 940 015 francs CFA pour 1 639 370 051 francs CFA de dépenses a été adopté et voté ainsi que les 12 délibérations par la quasi-totalité des conseillers.
En ce qui concerne la mise en place d'un système de sécurité sociale au profit des conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Douala 1er, la date du 1er juin 2016 a été arrêtée pour le début de la prise en charge des soins médicaux à hauteur de 80% pour les uns et 100% pour les autres, avec la limite d'âge de 60 ans au maximum. Dans son allocution de circonstance, le premier adjoint préfectoral représentant la tutelle s'est dit satisfait de la qualité des travaux en commission et ne manquera pas dans la foulée de saluer la mise en place d'une sécurité santé pour les conseillers municipaux. Permettez-moi de vous féliciter pour la qualité des travaux en commission et le climat particulièrement cordial et chaleureux dans lequel les dix travaux viennent de se dérouler en plénière. Le compte administratif de l'exercice 2015, que vous venez d'adopter, et la concrétisation d'un planning préétabli sur la base de votre budget. Pour ce qui est de la présentation du système de la mise en place d'une sécurité sociale au profit des conseillers municipaux, cela témoigne, monsieur le maire, de l'intérêt que vous portez à l'état de santé des membres de votre conseil. Il est à noter qu'après l'arrêt des travaux de construction de l'hôtel de ville de la commune, le redémarrage est prévu pour juin 2016 avec une nouvelle entreprise, le contrat du précédent entrepreneur ayant été rompu pour cause de lenteur dans l'exécution des travaux. Le 20 mai, c'est donc demain. La fête de l'unité nationale n'est plus qu'une bagatelle pour plusieurs Camerounais. Autrement dit, l'on est en passe de croire que sa signification et même sa symbolique demeurent confuses, au moment où d'autres pensent que 44 ans plus tard, rien n'a changé. Quelle analyse peut-on faire face à cette situation? Justice Toutoum et Benoît Ndogmo nous en parlent. Le discours politique au Cameroun est sans conteste dominé depuis les indépendances par le thème de l'unité nationale que les pouvoirs publics n'ont cessé de présenter comme étant le grand chantier national dans lequel ils s'investissent en permanence et sans ménagement. Célébré chaque année avec faste et une gamme variée de slogans, le 20 mai commémore l'abandon du fédéralisme et la création en 1971 d'un État unitaire centralisé à la camerounaise qui se veut une nation de partage équitable et de bonheur. Mais où en est-on? Au vu de la diversité ethnique et culturelle du pays, la cohésion nationale, dont a besoin l'État camerounais pour exister durablement, ne saurait être une donnée immédiate, mais bien une construction qui, pour certains, n'a pas été vaine, du moins s'il faillit parler des relations franco-anglaises. Cependant, 44 ans après, un épineux problème demeure, le chômage. Sur le plan politique, on a assisté à un multipartisme galopant qui a accouché non d'une divergence d'opinion faisant jaillir la critique et le progrès, mais d'une division sans précédent des leaders nationaux. L'UPC de Ruben Oubniobe et le SDF de Nidjon Frundi, figure emblématique du nationalisme camerounais, pour ne citer que ces deux partis, jadis leaders qui sont à ce jour casés dans un formalisme qui ne fait plus rêver personne. Il y a lieu de lever le contraste entre le RDPC et le SDF, considéré comme le principal parti de l'opposition. Ce dernier malheureusement vit un mal-être qui se traduit par des défections massives, tandis qu'on assiste à une consolidation permanente du parti au pouvoir. Conséquence, il tient la tête avec plus de 70% de sièges à l'Assemblée nationale. Pour certains, cet état de choses assimile le Cameroun plus à un régime dictatorial que démocratique. Dans ce contexte, pensent certains, difficile de parler d'une unité nationale. Si elle fait référence à l'absence de guerre tribale, alors le pouvoir pourrait s'enorgueillir. Hélas, il s'agit d'un champ bien plus étendu où le respect des valeurs humaines, des opinions, le partage équitable des biens, la justice et le mérite sont des valeurs fondamentales qui malheureusement ont été renvoyées au calendrier grec. L'unité nationale, ça se célèbre. Dans un contexte tribal où certaines fonctions républicaines sont la chasse gardée de certaines ethnies et la corruption assise au siège du mérite. Difficile de voir le bout du tunnel, l'unité, ça se travaille.
Quelques citoyens rencontrés dans les rues de Douala ce 19 mai parlent justement de ce qui reste, selon eux, de l'unité nationale. Nous les écoutons. L'unité nationale existe, mais les gens sont vraiment divisés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu envoies un enfant à l'école, l'enfant a tous les diplômes et le travail, le concours même, il ne peut pas. Avant, les gens passaient même 4 concours à la fois. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Et c'est les cancres qu'on fait passer les concours. Et on crie l'unité nationale, et c'est pas bon. Est-ce que je trouve que depuis 44 ans, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Les choses n'ont pas beaucoup évolué parce qu'il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Les choses n'avancent pas. On doit être aussi bien dans sa peau. Si tout ce qui se passe au pays et que nous allons avoir nos biens et que c'est les Blancs qui vont venir porter tous les partis, ça ne servira à rien. Et on ne serait pas fiers de rester dans le pays auquel il n'y a rien. Je ne sais même pas ce que c'est que l'unité nationale. Quand on dit l'unité, ça poser la question à 1 ou 2, 3 personnes. Que l'unité nationale, c'est quoi? Beaucoup ne savent pas ce qu'il y a 20 mai tout. On s'en fout. Vous voyez donc le Cameroun. Ce domaine, on peut apprécier. Parce que vraiment, la solidarité qui existe entre le francophone et l'anglophone, ça marche quand même très bien. All French and anglophone, so I don't really know. I don't really know how I can talk. So I was living at Bamenda. I come here in Douala to live here, but the way I come here in Douala, things are moving well than the way there was in Bamenda. Okay. So that is all I can tell you people. Aux grands événements, de grandes dispositions. Pour la fête de l'unité nationale qui se célèbre ce 20 mai, la vallée Besséké à Douala a été toilettée et parée aux couleurs de l'événement. Dans cette logique des innovations, la tribune a fait l'objet d'une attention particulière de la part du comité d'organisation. Colin Bekatal et Benoît Ndokmo. La 44e édition de la fête de l'unité frappe aux portes. Pour son caractère solennel, un toilettage de fond et de rigueur. À Douala, c'est un beau monde qui bichonne la vallée Besséké, site retenu pour la grande parade du 20 mai prochain. Ici, on se débarrasse des vieilles couches de peinture et là, on en pose de nouvelles. Des câbles sont passés au peigne fin. Pour la grande parure, la tribune qui, une fois encore, connaît les innovations si l'on s'en tient aux propos du responsable des travaux. Il y a eu 3 conteneurs qui sont arrivés avec tout le matériel. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons présidentialisé la tribune en mettant un paravent et une tribune moderne présidentielle. Nous avons également conçu au niveau de la tribune d'honneur une place VIP qui sont des sièges en cuir avec accoudoir. Il y en a une capacité de près de 200 chaises. Et puis il y a également maintenant le VIP 1 qui sont des sièges en cuir bleu. Et par la suite, il y a le VIP 2 qui est l'ensemble des sièges à l'arrière-plan. À quelques heures de l'illustre jour, Constant Mokoko rassure que le taux d'avancement des travaux est pratiquement de 100%. Il fait la brèche d'une surprise dont l'essentiel sera dévoilé le jour J. Le taux d'avancement est de 99%. Il reste à peine quelques modifications à faire, c'est-à-dire certains détails, quoi. Il y a la grande surprise que les gens découvriront parce que toute la tribune changera. Il y a un petit coup de magie qui passera dans la nuit du 19 au 20. Le compte à rebours est quant à lui lancé pour une célébration qui se veut réussie. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 19 mai et c'est avec nos confrères de l'AFP. Accident ou attentat, il n'y a pas de réponse pour l'instant, mais aucun message de détresse n'a été émis par l'équipage de l'Airbus A320 d'Égyptair qui reliait dans la nuit de mercredi à jeudi Paris au Caire. L'appareil, qui avait été contrôlé en janvier 2016, transportait 66 personnes, dont 30 Égyptiens et 15 Français. Il s'est abîmé en Méditerranée, au large de la Crète, où des premiers débris ont été retrouvés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour essayer de déterminer les causes de cet accident qui suscite en Égypte, comme en France, une vive émotion. À ce stade-là, nous devons d'abord privilégier notre solidarité à l'égard des familles et la recherche des causes de la catastrophe. Des peines allant de 10 ans à 18 ans de prison requises à l'encontre des 4 principaux membres de la cellule djihadiste de Verviers.
La cellule, composée d'au moins 16 personnes, a été démantelée en 2015. Abdelhamid Abaoud, qui est soupçonné d'avoir joué un rôle central dans les attentats du 13 novembre à Paris, était probablement le chef de cette cellule. Les opposants à la loi travaillent de nouveau dans la rue ce jeudi pour demander le retrait du projet voté en première lecture la semaine dernière à l'Assemblée. Également des grèves dans les transports et des barrages routiers, comme ici à Rennes. Quand on creuse, on a parfois de bonnes surprises. À Rome, des ouvriers qui travaillent sur une nouvelle ligne de métro sont tombés sur des vestiges archéologiques, probablement une caserne militaire datant de l'empereur Adrien, une découverte qualifiée d'unique par les archéologues. C'est avec ces images de la caserne militaire datant de l'empereur Adrien découverte dans le métro de Rome que nous mettons un terme à ce journal. D'ores et déjà, bonne fête de l'unité nationale à tous. Les programmes de CAMnews 24 se poursuivent. Bonsoir.